Tout le problème du Congo, cette indépendance dont on parlait tant, finalement sur quoi? Ces fameux discours de Lumumba qui est à la base, même lors de notre exposition, lorsqu'on parle de l'indépendance du Congo, c'est le discours du 30 juin de Lumumba. Mais ces discours finalement sur quoi? Si vous m'autorisez de vous le résumer, il n'y a que deux parties dans ce discours. Et c'est même l'essence de l'indépendance. La fin d'un passé douloureux. Nous avons connu, c'est la fin d'un passé douloureux qu'il dit à nous. Mes chers amis, aujourd'hui, ce passé douloureux prend fin. Et au même moment, ce discours, alors une autre partie, le souhait d'un futur laborieux afin de retrouver la dignité bafouée par la colonisation. Nous allons montrer au monde. Il exhorte au moins au travail, le travail. Mais il faut sortir du contexte colonial. Il faut sortir du modèle colonial. Voilà, Lumumba et son modèle seront tués, mais son discours est continuellement exploité. Son discours est continuellement présent. Son image est continuellement présente. Mais comment une image présente avec un contenu opposé, au moins au discours? C'est là tout le problème. Qui est à la base de cette indépendance? Pour comprendre, alors, pour poser le problème au moins de Lumumba et autres, qui est réellement à la base de cette indépendance? Je pense que cette indépendance pour laquelle nous fêtons les 50 ans, on ne pourra pas les comprendre si on ne revient pas à deux choses. Il y a deux mouvements. Le premier, c'est la question des évolués. Ce qui amène à l'indépendance du Congo au départ, ce n'est pas un problème pour des politiques ou des gestions. Ce sont les évolués. L'élite congolaise de l'époque coloniale. Cette élite congolaise voulait accéder aux mêmes avantages que les Blancs. Cette élite congolaise a réclamé un salaire. Au Congo, la politique belge était pas d'élite et pas de problème. Mais comment accéder au moins à ces salaires, aux mêmes avantages plus ou moins que les Blancs? Les évolués ont voulu se séparer de la masse congolaise, les Bassenzi. À partir de la fin des années 30, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, ces évolués qui ont approché ont réclamé des avantages. Le pouvoir colonial a recherché des formules, et finalement, en 1948, on a créé la carte des mérites civiques. Ce sont des Congolais qui accèdent à un certain nombre de valeurs, parce que les Bassenzi, les non-évolués, sont considérés comme sans conscience. Ce sont des êtres sans conscience, proches des singes et des autres. Alors, l'élite congolaise, parce que cette élite congolaise, le problème se pose jusqu'à présent, la question de cette élite congolaise. En 1948, on leur donne la carte des mérites civiques. En 51-52, c'est la carte d'immatriculation. Un immatriculé, c'est-à-dire au moins un Congolais qui a acquis un certain nombre de valeurs de civilisation et qui a le statut d'un Belge moyen, c'est-à-dire qui a le statut du dernier Belge. Tandis que l'évolué, au niveau de la carte civique, c'est le Congolais qui a acquis un certain nombre de valeurs, mais qui reste encore attaché à son village ou à sa coutume. Donc, le porteur de la carte civique devrait vivre dans les milieux de ses frères de race. Tandis que l'immatriculé, en 50-52, pouvait vivre avec, au moins les Européens, mais il a le dernier grade. Car je dois vous rappeler assez rapidement que ces problèmes de privilèges ou d'avantages, le dernier Belge, les derniers Blancs en 56-57, son salaire brut était de 100 000 euros. Alors, 100 000 francs, pardon. Le Congolais le plus gradé dans l'administration avait 80 000. Le plus gradé avait 80 000, même pas le niveau du dernier Belge. Et ça, c'est le premier problème. La Belgique répondait, vous n'avez pas d'université, vous n'avez pas d'universitaire. Mais le problème n'était pas là, c'était un problème du centre de la civilisation, et c'est là que le Lumumba va poser le problème. Les diplômes, on sait bien les universitaires, pas d'université. La première université formelle, c'est à 54 avec l'Ovanium.
Avant, il y avait Kimwenza et autres, une formation organisée pendant 2-3 ans, mais la Belgique ne savait même pas quel diplôme donner à ces gens-là. Ces gens ont passé 2-3 ans sans diplôme réel. Les gens qui ont été à Kimwenza avant leur réunion. Et même lorsque le premier, celui qui est considéré comme le premier universitaire, Thomas Kanza, va terminer en 56, il ne trouvera pas de place. Le premier Congolais qui a eu un diplôme d'université, il arrive au Congo, il n'a pas d'emploi, il n'y a pas de place. Il a dû revenir en Belgique en 56 pour trouver un poste à l'Union européenne. Au Congo, pas de place, parce qu'on n'a pas de place. Donc le chômage a commencé déjà avant. Le premier problème, donc, sont les évolués qui, en poussant pour accéder aux avantages, l'élite congolaise va provoquer. Le deuxième problème, la grande porte, c'est les conflits entre les Belges. Parce que pour aller au Congo, la colonisation a préparé l'image que tous les Blancs étaient frères, tous les Blancs étaient beaux, étaient frères, étaient riches, étaient ceci, cela. Donc les Congolais ont pris dans le cadre de la civilisation. Mais voilà qu'en 1954, les socialistes et les libéraux vont gagner les élections. Le gouvernement Van Acker. Avec l'avènement du gouvernement Van Acker, le problème se pose. Les socialistes et les libéraux ont voulu récupérer le retard pris. Parce que ce sont les socio-chrétiens qui ont façonné l'État colonial, les écoles et autres. L'avènement du gouvernement Van Acker va rapidement amener la question scolaire, la création des ateliers d'abord pour les enfants blancs, avec le ministre Goudin. Et rapidement, Goudin ne restera pas longtemps, c'est Guisseret qui va lui succéder, et Guisseret va amener les Athénées. Voilà, le Belge, les Blancs vont se battre devant le Noir. Là, au moins, les enfants qui acceptent d'aller à l'Athénée, le missionnaire catholique disait que ce sont des bandits en forme de voyous à l'Athénée et autres. Là. Voilà, et la compétition va commencer. Les socialistes, les libéraux, les socio-chrétiens vont se disputer les Congolais. On va créer les amicales, amicales socialistes, amicales chrétiennes, amicales libérales, amicales... Et là, chacun disait à d'autres le mal d'eux. Or, au Congo, non seulement pas d'élite et pas de problème, mais pas de dossier politique. Même si on appelait ça amical, ce sont les conflits, les discussions, les disputes entre le parti politique belge qui se transposent au Congo. Lumumba sera dans l'amicale libérale. Curieusement, même au moins, à ce moment-là, on croyait que les libéraux, quand vous dites au Congo que c'est quelqu'un libéral, on croit que c'est un parti de gauche. Parce qu'au moins, ils osent critiquer les catholiques. Or, le parti libéral, c'est un parti de droite. Donc, dans les contextes coloniaux, même le parti politique a pris une autre orientation, une autre compréhension, et c'est qu'au moins le scientifique donne à l'oreille. Donc, la question de salaire, la question, le gouvernement Van Acker, les conflits entre, cela va amener de problèmes à ce que le Belge se dispute les Congolais. Mais l'indépendance du Congo, on ne l'a pas vu venir, parce que dans l'histoire du monde, c'est l'indépendance la plus rapide au monde. On ne l'a pas vu. Ni Belges ni Congolais n'ont pas vu arriver cette indépendance. Cette indépendance a surpris tout le monde. Et pourtant, à partir de 1955-56, les experts économistes belges conseillent à la Belgique d'abandonner rapidement le Congo. À partir de 1956, les signes là sont là, les écrits sont là. Abandonner au plus vite le Congo. Parce que l'ONU exerçait de pression. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a découvert l'importance de ce pays, le Congo, ses richesses, sa grandeur. L'ONU a commencé à exercer des pressions à partir de 1947-1948 pour qu'on crée des universités, qu'on crée des grandes écoles. Or, dans la gestion coloniale, c'est que le Congo, au départ, qui n'a pas été une colonie, qui était un espace d'exploitation, c'est l'accroissement de la production. Et cet accroissement de la production, c'était la propriété d'un individu. Ce qui fait que la gestion coloniale, c'est une gestion qui ne se faisait pas directement pour le développement du Congo. Alors, avec la pression de l'ONU, il fallait maintenant le plan, les aspects sociaux, les aspects culturels et autres, là, il fallait maintenant augmenter. Ça allait coûter cher à la Belgique. La Belgique allait commencer réellement à trop dépenser. Les économistes conseillent à la Belgique, abandonnez au plus vite. Allez-y, pour que toute la charge reste au Congo.
Vous allez commencer à dépenser. Mais les autres disent, les colons qui étaient au Congo ne comprenant pas d'élite, pas d'opposition politique réelle, parce que le Congo, jusqu'à 1956, 57, 58, c'était une colonie du silence. C'était le calme plat. Les petits mouvements, on le matait. Donc, alors, il y avait une grande répression. Donc, les colons qui étaient au Congo ne voyaient pas cette indépendance dans un pays si beau. Et d'ailleurs, vous allez assister lorsque nous enseignons même actuellement, Van Bulsen, ces grands discours, les plans de 30 ans. Oui, c'était un libéral. Mais le plan de 30 ans, ce n'était pas pour nous Congolais. C'était un conseil qu'il donnait à la Belgique, comment sortir du Congo. On a dit que c'était un plan révolutionnaire. Ces plans ne s'adressent pas aux Congolais, s'adressent aux Belges. Mais les Belges ont repoussé ces plans, qui pourtant, c'était à leur faveur. Les plans de Van Bulsen. Les colons qui étaient au Congo n'acceptent rien. C'est leur pays, c'est leur bien. On ne voit pas de danger. Mais pourquoi cette incompréhension? On donne des conseils, les experts conseillent, mais rien ne bouge. C'est parce que la gestion du Congo était confrontée à deux difficultés majeures. Alors, mes chers amis, la toute première difficulté, c'est qu'à partir de 55-56, l'économie du Congo a accusé un déficit énorme. Les erreurs de conception étaient trop nombreuses. Et ces erreurs de conception poursuivent jusqu'à présent le Congo, parce que tantôt je vous dirai qu'on ne peut pas aujourd'hui réussir la décentralisation. On ne peut pas décentraliser un espace désarticulé. Mais je reviendrai. Mais en 56, à partir de 55-56, l'économie du Congo accuse un déficit. Ce n'est pas que je ne dis pas que les ressources étaient épuisées, les ressources étaient là. Les erreurs de conception étaient trop nombreuses. Mais le deuxième problème du Congo, qui commence au moins à se profiler, le problème qui commence à se poser, avant que les Congolais n'entrent réellement dans le jeu, avant que cette pomme n'explose, il y a, dans le cas du Congo, un manque de vision politique totale. On ne voit pas. Si vous me posez la question, dans ce que j'étudie, donc parmi tous ceux qui ont géré le Congo jusqu'à 60, il y a très peu de politiques. Beaucoup de grands économistes, beaucoup d'administrateurs, mais très peu de politiques. Les politiciens, c'est lui qui sent l'odeur, qui voit le mal arriver, très peu. Pendant les 5 dernières années, si vous me posez la question, mais parmi tous ceux-là, ces grands noms qui ont dirigé le Congo, qui trouvez-vous être politique? 1. Maurice Emelorek. C'est un de rares que j'ai trouvé qui est politique. Les autres sont de bons administratifs, sont de bons économistes qui peuvent vous faire des calculs, mais comme politique, voici un de rares. Il venait de résoudre les conflits scolaires en Belgique. C'est lui qui a résolu les conflits scolaires en Belgique. Voilà en 1959. Lorsque ça commence à bouger, on sent qu'il y a des problèmes. Pétillon démissionne. Mais comme gouverneur, on le nomme ministre des colonies. C'est lui qui a eu l'idée de convoquer, d'envoyer les experts du Parlement belge et du Sénat, aller s'interroger pour qu'on entende les Congolais, parce qu'on voit, on sent qu'il y a un mouvement. Les indépendances commencent à se profiler, Brazzaville, alors De Gaulle arrive, c'est le pays qui veut avoir l'indépendance, et la France est prête à lui accorder, mais la Belgique ne voyait pas cette indépendance arriver. Alors, Pétillon, ancien gouverneur général, il part, on le nomme ministre des colonies, pendant 5-6 mois, il ne voulait pas, il démissionne, et on fait appel à ces messieurs-là, Maurice Emelorek, qui venait de résoudre les conflits scolaires en Belgique, on le nomme ministre des colonies. Mais ce ministre, lorsqu'il arrive au Congo, on lui donne les dossiers du Congo belge, il ne comprend rien. Il trouve que et le Belge et les Congolais, personne ne comprend, mais ça va vite exploser.